Madame, Monsieur, bonsoir. Pour entamer sa nouvelle saison, Fait divers prolonge une émission de José Tessar et Abder Rarbo diffusée au mois d'avril sous le titre La filière pédo-vidéo. Vous vous rappelez certainement le lien créé entre une cassette à caractère pédophile tournée à Madère, la découverte du réseau de Thames, Tamise, et la disparition à Berlin du jeune Manuel Schadwald. Une suite à cette émission s'imposait de façon d'autant plus urgente qu'avec la découverte cet été d'un réseau de pédophilie sur Internet et avec la mort de son principal instigateur tué en Italie, tous les noms cités dans la filière pédo-vidéo ont fait la une de l'actualité. Cet été, le 14 juillet, l'émission hollandaise Nova révélait à l'aide de ces photos que l'on aurait voulu innocentes l'existence d'un site internet du nom de code Apollo, capable de diffuser à la demande payante partout dans le monde des milliers de photos d'enfants violés. C'est dans un luxueux appartement de Zandvoort, sur la côte hollandaise, non loin d'Amsterdam, qu'ont été retrouvés les ordinateurs qui servaient ce site. L'appartement était la propriété d'un homme de 49 ans, nommé Ulrich, tué en Italie au mois de juin 1998. La presse internationale fit grand bruit de ces événements, mais certains journaux réagirent de curieuses manières, dénonçant, critiquant, diffamant non pas les violeurs, mais bien le messager, celui qui avait révélé l'existence de ce site internet. Cet homme est un citoyen belge d'Herentals, membre d'une ASBL luttant pour la protection de l'enfance. D'autres journaux, la majorité, se préoccupèrent davantage du sort de ces centaines d'enfants qui avaient été violés pendant qu'on les photographiait. Parmi ces enfants, des bébés étaient violés par pénétration de sexe adulte. José Tessar, bonsoir. Il a été question de disquettes qui étaient destinées à être diffusées sur Internet. Évidemment, s'est posé pour nous la question de faut-il montrer ou ne pas montrer ces photos. Est-ce qu'il faut les authentifier en les montrant en public ou bien faut-il les identifier d'une façon différente? Pour des raisons à la fois morales, je dirais déontologiques et aussi légales, nous avons décidé de ne pas les montrer. Mais ce besoin d'authentification qui permet probablement de lutter contre ces phénomènes, puisqu'on va finir par croire vraiment qu'ils existent, Oui, puisque nous l'avons fait d'une façon, disons, détournée. Oui, il ne faut pas oublier que pendant l'été, lorsque l'émission Nova a publié les premières photos sans les montrer, il y a encore beaucoup de réactions qui disaient que ça n'existait pas. Donc nous voulons procéder à une authentification de ces photos et j'ai demandé à M. Hayé, Jean-Yves Hayé, pédopsychiatre à l'UCL, de bien vouloir être à nos côtés pour authentifier ces photos. Monsieur Hayé, bonsoir. Donc, si vous le voulez bien, nous allons jeter un coup d'œil sur des images que les téléspectateurs ne verront pas. Oui. Je vous demanderai de les commenter très brièvement et puis, si vous voulez bien, on en débat juste après, même pendant la vision. D'accord, merci. Donc ici, nous voyons simplement des photos... Un petit garçon, qui ressemble des photos de un an et famille, demi, un 2 peu. ans, Oui. qui marche. Il est habillé. Derrière lui, il y a un adulte dont on ne voit pas le visage, évidemment. Maintenant, cet enfant ne porte plus que son linge. Il est couché sur un lit, Sur le dos. sur le dos. On commence à lui enlever son linge, semble-t-il. Il est nu, toujours couché, peut-être comme un petit bébé confiant, attendant du positif de l'adulte, mais je ne crois pas que c'est du positif qui va venir. On le montre de dos, à quatre pattes. Et alors en effet, c'est maintenant une image tout à fait horrible d'un adulte de sexe masculin occupé à violer ce petit garçon de façon indubitable. Alors maintenant, il y a un titre, on va frapper un enfant de 6 ans. Mais c'est un enfant de 6 ans, il est également violé. C'est un film. Mhm. Alors, monsieur Hayé, je disais en introduction que se pose toujours la question de faut-il montrer ou ne pas montrer. Est-ce qu'on a le choix d'une certaine façon entre prouver l'authenticité de quelque chose et de l'autre côté en même temps susciter une espèce de fascination morbide qui empêcherait
le recul nécessaire pour juger, pour combattre? Mais je pense que vous avez fait le double choix de ne pas exciter une fascination morbide chez une partie des téléspectateurs et en même temps de protéger une autre partie des téléspectateurs, je pense notamment aux plus jeunes, d'images qui sont réellement traumatisantes, où on voit des corps gravement malmenés, violés. Je pense que la vision des images aurait fait du tort psychologique à bien des gens. J'espère de tout cœur que les gens qui nous regardent se contenteront de notre parole pour savoir que ces choses existent, et nous avons vraiment vu maintenant des viols d'enfants très jeunes. Destinés à la diffusion et à l'échange sur Internet. Oui. Comment est-il possible que des hommes puissent jouir de ce spectacle? Ce n'est pas facile à comprendre. Votre question, ça consiste à se demander pourquoi est-ce que des hommes progressivement peuvent se laisser habiter par une perversité infinie, entraînant mais une négation totale de la sécurité du corps, de l'avenir d'autres. Alors je crois que ça arrive d'abord parce qu'à la différence de l'animal, l'être humain est un être qui est doué de liberté. Et donc ici, vous voyez des gens qui, en se servant de la liberté qu'ils ont choisi un jour et probablement de façon prédominante de se donner du plaisir sexuel, de l'ivresse de puissance, de se donner un peu la volupté de se sentir au-dessus de toutes les lois, par le chemin que nous venons de voir, c'est-à-dire en annihilant, en anéantissant des petits-enfants. Mais la question que la société, c'est-à-dire nous posons face à ce qu'on vient de voir là, c'est comment punir, comment juger, comment réprimer, et éventuellement, comment éviter. Comment réprimer? Je pense que la première étape de la répression, c'est la non-naïveté, et c'est que nous disposions d'institutions sociales et d'institutions judiciaires qui croient que des phénomènes déviants comme ça puissent exister. Je dirais qu'ils fassent l'effort psychologique d'y croire, qu'ils fassent l'effort psychologique un peu de penser l'impensable, de penser que peuvent exister des différences vraiment atroces dans le domaine du mal. Des choses comme celles qu'on vient de voir, ce n'est pas des choses isolées, elles nécessitent quasi obligatoirement des groupements de personnes, des cadres commerciaux. Elles nécessitent d'ailleurs que des gens se mettent en petits groupes parce qu'en petits groupes, ils se sentent plus forts pour nier tout ce qu'il y a d'humain entre eux. Ils se donnent du courage dans le mal. Donc il faut que nos instances croient dans des choses comme ça, et puis que nos instances se définissent comme priorité de lutter contre, et avec une persistance sans baisser les bras, parce qu'il est évident que des gens comme ça sont souvent des gens malins, qui ont des doubles vies et qui ne viennent pas facilement exposer leur turpitude sur la place publique.